Fridtjof Schuon, L'œil du cœur, chapitre 12, Intellectualité et civilisation. L'intellectualité vraie, tout en étant aussi exacte que possible, c'est-à-dire aussi adéquate que peut l'être un reflet par rapport à ce qu'il reflète, est absolument indépendante de ce qu'on est convenu d'appeler la science exacte, et elle n'est même nullement incompatible avec des notions contraires à cette science. Celle-ci, il ne faut pas l'oublier, ne recherche l'exactitude que dans les faits bruts et non dans leur contenu universel. Les erreurs scientifiques dues à une subjectivité collective, par exemple celle du genre humain voyant le Soleil évoluer autour de la Terre, traduisent un symbolisme adéquat et par conséquent des vérités, ces dernières restant toutefois indépendantes des simples faits qui les véhiculent d'une manière toute provisoire. L'expérience subjective, telle que celle que nous venons de mentionner à titre d'exemple, n'a de toute évidence rien de fortuit, sans quoi elle ne se produirait pas pour des espèces entières. Il est donc légitime, pour l'homme, d'admettre que la Terre est plate du moment qu'elle l'est empiriquement. Il est par contre tout à fait inutile de savoir qu'elle est ronde, puisque ce savoir n'ajoute rien au symbolisme des apparences, mais le détruit inutilement pour le remplacer par un autre, qui lui ne saurait exprimer autre chose que les mêmes vérités, tout en présentant l'inconvénient d'être contraire à l'expérience humaine immédiate et générale. La connaissance des faits pour eux-mêmes n'a, en dehors des applications pratiques d'un intérêt toujours limité, aucune valeur. Autrement dit, ou bien l'on se situe dans la vérité absolue, et alors les faits ne sont plus rien, ou bien l'on se situe sur le terrain des faits, et alors on est de toute façon dans l'ignorance. À part cela, il faut dire encore que la destruction du symbolisme naturel et immédiat des faits, par exemple l'abolition de la forme plane de la Terre ou du mouvement circulaire du Soleil, entraîne de graves inconvénients pour la civilisation où elle se produit, comme le montre à satiété l'exemple de la civilisation occidentale moderne. Ceci nous amène à dire quelques mots des valeurs dont vit ou plutôt meurt cette civilisation. C'est là un sujet qui, à première vue, semble n'avoir que fort peu de rapport avec le contenu général de notre livre. Mais comme nous vivons dans la dite civilisation, et que d'ailleurs aucun fait ne se trouve retranché de la vérité totale, il ne sera point superflu de nous arrêter quelque peu aux contingences dont il s'agit, et auxquelles nul homme de notre époque ne peut sans doute échapper entièrement. Afin de bien situer la question, nous devons partir de la définition suivante. Ce qui constitue l'essence même des vieilles civilisations, et nous parlons de civilisation en tant que telle, c'est-à-dire envisagée sous le seul angle de leur existence humaine, sociale, historique, c'est qu'elles sont ordonnées de façon à réaliser l'équilibre le plus parfait et, partant, un maximum de stabilité. Profondément réalistes, elles se conforment aux possibilités de leur plan d'existence en sacrifiant forcément l'exception à la loi générale et le secondaire à l'essentiel. La civilisation moderne, par contre, ne tient aucun compte de la distinction entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, et remplace les principes inéluctables par des aspirations très humaines, qui, bien entendu, ne modifient en rien la nature des choses, c'est-à-dire les lois cosmiques qui nous régissent. Peu importe d'ailleurs qu'on se réclame d'un idéalisme ou d'un réalisme, puisque le premier sera toujours au-dessus des possibilités humaines collectives et le second au-dessous des possibilités humaines tout court. En un mot, ces idéaux vont à l'encontre du réel, et il ne saurait en être autrement du moment qu'ils ne répondent somme toute qu'à des désirs et non à des intellections. Ce rejet des principes normaux est la conséquence inévitable du rejet de la tradition, qui, seule, est à même de donner à un groupe humain le cadre conforme à ses possibilités. Ce cadre, garant indispensable d'équilibre et de stabilité, une fois brisé, toute aspiration individuelle et individualiste, quelque chimérique soit-elle, peut se donner libre cours et statuer, idéalement, sur la possibilité humaine, terrestre, cosmique. Il n'est certes pas difficile de constater dans les vieilles civilisations les défauts, abus ou excroissances qui s'y trouvent fatalement. Dieu seul étant bon, comme dit l'Évangile. Il est plus difficile de dire comment ces misères auraient pu être évitées en fait, c'est-à-dire réellement et non idéalement.
Le reproche que l'on peut faire aux modernistes n'est pas de constater les affaiblissements et durcissements qui se produisent au sein des civilisations traditionnelles, car nul ne saurait être blâmé pour voir une chose visible, mais de conclure à l'infériorité globale des dites civilisations. Pour avoir le droit de juger ainsi, le monde moderne devrait avant tout posséder les valeurs spirituelles qui sont à la base de toute civilisation normale, et il devrait démontrer comment il est possible à l'esprit humain de porter toute son attention à la fois sur les domaines les plus divergents, ou encore comment une civilisation peut concilier pratiquement les progrès modernes, fruit de tant d'efforts intenses conditionnés rigoureusement par une surestimation idolâtre des choses terrestres, avec un esprit contemplatif, donc détourné de ces mêmes choses parce que tourné vers les réalités éternelles. Car toute la question se réduit en somme à l'alternative suivante. Ou bien le monde moderne comme tel possède les valeurs spirituelles des civilisations normales, et dans ce cas il peut citer en exemple au moins quelques-uns de ces progrès, à savoir ceux qui peuvent offrir à l'individu certains avantages réels, ou bien le monde moderne ne possède pas les dites valeurs, mais alors il est dépourvu de ce qui seul donne un sens à la vie et la rend digne d'être vécue. Dans ce cas, même ces progrès réels se réduisent à néant, puisqu'il n'y a aucune commune mesure entre les fins dernières de l'homme et son bien-être terrestre et animal. Bien-être que le monde moderne ne réalise d'ailleurs que d'une manière toute provisoire et en tout cas fort relative. Aux yeux d'un homme conscient de tout cet abîme, les progrès scientifiques par exemple ne pourraient avoir de valeur qu'à condition d'être le fruit d'une civilisation inspirée des réalités spirituelles et tournée vers celles-ci, et aussi qu'à condition de ne pas se trouver neutralisé, pour ne pas dire annulé, soit par quelque autre progrès à rebours du bien-être, celui-ci, soit par une calamité due au fait qu'on avait, en construisant un monde nouveau et en détruisant un ancien, aucunement tenu compte du possible. Si donc les progrès, même ceux qui sont les plus incontestables lorsqu'on les considère isolément, vont nécessairement de pair avec premièrement l'oubli et le mépris des valeurs réelles de l'existence humaine, deuxièmement des progrès négatifs qui neutralisent les positifs, et troisièmement des calamités qui sont les réactions cosmiques inévitables à des entreprises en définitive impossibles, il est évident que les progrès en question ne sauraient être considérés à bon droit comme des critères de supériorité pour la civilisation qui les a conçus. En tout état de cause, le critère décisif contre les soi-disant progrès consiste dans le fait qu'il était impossible de les réaliser sans sacrifier largement la seule chose nécessaire, c'est-à-dire ce qui seul donne un sens à la vie. Il n'y a donc en définitive que deux possibilités. Civilisation intégrale, spirituelle, impliquant abus et superstition, et civilisation fragmentaire, matérialiste, progressiste, impliquant très provisoirement certains avantages terrestres, mais excluant ce qui constitue la raison suffisante et la fin dernière de toute existence humaine. L'histoire est là pour prouver qu'il n'y a pas d'autre choix. Le reste est rhétorique et chimère.